Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, première itération de As-tu déjà lu ça, toi? Mais quel est le premier livre dans lequel nous allons tenter de découvrir l'âme? Ouh! Eh bien, ce sera Alice de Patrick Sénécal. Mais comme j'aime pas ça parler tout seul parce que j'ai le droit, tout simplement, eh bien, j'ai avec moi un invité qui a aussi lu le livre. Tu sais, c'est pratique quand vous parlez d'un sujet que la personne savent et connaisse le sujet. Et donc, je vais demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Je suis un humain jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à Hmm. preuve du contraire. Ça veut-tu dire que si j'engage quelqu'un pour faire une autopsie, on pourrait avoir une preuve du contraire? Je veux dire, si je meurs un jour, Ah, parce que tu veux être mort pour la journée de ton autopsie? sais-tu, ouais, non, mais j'avoue que ça pourrait être le fun d'être invité à ce party-là, tu sais, comme, Mhm. peut-être qu'on pourrait faire buffet style. Exactement. Comme, tu sais, c'est comme couper un morceau de Joe puis partir avec une liqueur, je sais pas. C'est comme super interactif comme party. Ben oui, c'est un funérail, mais tu pars avec un morceau de personne que t'enterres. Oui, mais il y a certaines tribus qui faisaient la même chose, mais qui mangeaient leur mort. Écoute, Mm. c'est pas si grave que ça quand on y pense, là. Il y a quelque chose de poétique. Non, non, j'aimerais pas ça avoir un petit bout de toi chez nous. Je sais pas, je trouverais ça bizarre. Fair. Tu sais, c'est comme tu te réveilles le matin, t'as comme un petit doigt pourri sur ta tablette, genre comme. Ou tu prends ma main puis tu fais comme une espèce de main de singe, là, comme dans les espèces de trucs d'horreur, là. Ah ouais, comme une main toute séchée, genre. Oui, Puis je la mets en forme de fuck you. oui. Oui, excusez. OK, bref, on est parti dans un délire vraiment pas rapport. Je suis vraiment désolé. Donc, Mais toutefois, très dans le ton du livre. toujours, Euh, toujours. Moi, j'aime ça rester d'un ton. Euh, donc, on va parler de Alice. oui, Alice, A-L-I-S-S. Écoute, moi, j'ai pacté mon livre. Peux-tu le montrer pour les gens qui nous regardent au visuel, s'il te plaît? Alice de Patrick Sénécal. Donc, avant qu'on embarque dans le livre, on va parler un petit peu de c'est qui Patrick Sénécal. Pour les personnes qui ne sauraient pas, Patrick Sénécal, c'est un auteur québécois qui est un spécialiste des livres d'horreur. Donc, il a écrit quelques romans comme 51 50 rue des Ormes, Le Passager, Sur le Seuil, Alice, Les 7 jours du Talion, Oniria, Le Vide, Elle.com, la série des Malfats, Contre Dieu, L'autre reflet, Il y aura des morts, Ceux de là-bas, Flo. Finalement, je viens de tous vous nommer les livres qu'il a écrits. Donc, il a écrit ces livres-là qui sont tous plus ou moins des genres différents ou qui se rallient à l'horreur d'une façon ou d'une autre. il est souvent référé comme le Stephen King québécois, je pense. Oui, effectivement, souvent, et on considère qu'il est le Stephen King. Stephen. Et moi, j'ai toujours dit Stephen King, fait que je dois être un peu. Ben, tu as peut-être raison, mais moi, je ne m'abaisserais pas à le prononcer de même. Ben, c'est comme les gens quand ils prononcent, qui disent Bernard Werber. Puis, asti que ça m'insulte parce que c'est Bernard Werber, son nom. Puis genre, tu sais, comme. Puis en plus, il essaye tout le temps d'avoir l'air super fancy. Comme, ah, moi, j'ai lu L'Arbre des possibles de Bernard Werber. Puis moi, dans ma tête, ça fait, écoute, si tu veux péter plus haut que le trou, au moins prononce-les comme du monde. Il me semble que c'est un critère qui est très acceptable. Exactement. Oui, Donc, tiens-toi là pour dire, Jonathan, si tu veux péter plus haut que le trou, dis les bonnes choses. oui. Sauf que dans ce cas-ci, pour être honnête, on ne sait pas lequel de nous deux a raison pour Stephen. Mais on chicanera pas pour une prononciation.
Non. Puis on n'essaye On- pas de péter plus haut que le trou de toute façon, là. On e- pète beaucoup en dessous du trou, nous autres, là. Exactement. Je veux dire, j'ai juste 97 abonnés en date d'aujourd'hui. Là. Je veux dire, je ne vais pas commencer à me prendre pour la tête à Papineau. Là. Ouh, belle référence. Oui, surtout que la tête à Papineau est probablement décrépie, pourrie et probablement un squelette à l'heure qu'il est. Ce qui, encore une fois, est dans le ton. Ouais, on dirait que j'ai mis. On parle d'Alice, fait que j'ai mis la Switch à morbide, genre. Désolé. T'appelles pas ça te réveiller, toi? Probablement. Moi, je me réveille avec des idées macabres comme ça. Moi, c'est pas un squelette que j'ai dans mon placard, c'est une vingtaine. Moi aussi, j'ai mis ma vingtaine au placard. Ah, ah. Trêve de niaiserie. Arrête de me déprimer. J'ai déjà eu une conversation sur vieillir dans la trentaine avec Félix, puis j'ai fini cet épisode-là, j'étais déprimé. Là. Hmm. Mais bref, Alice. Donc, avant qu'on commence à avoir des débats, parce que même si c'est un livre d'horreur, à ce moment-là, il y a beaucoup de psychologie dans Alice. Oui. Beaucoup. En fait, je pense que la première question, c'est vraiment, c'est qui Alice? Oui, effectivement. Puis je pense que tout le livre au complet se pose cette question-là. Oui. Euh, mais en gros, est-ce que tu peux nous faire un petit, tu sais, vu que j'ai parlé de Catherine Sénécal, je vais te laisser faire un petit résumé ou un petit synopsis de c'est quoi le livre Alice. Oui, parfait. Donc, Alice est une fille de Brossard qui vient juste de finir ses études supérieures, là. Puis, dans le fond, elle est rendue au bout où est-ce que, ben, elle se demande ce qu'elle veut faire dans la vie. Mais avant de prendre ça au sérieux, elle décide de venir déménager à Montréal pour voir de quoi ça a l'air, puis de vivre la vie comme les gens vivent la vie à la grande ville. Euh, Fait que, dans le fond, tout ça pour dire qu'elle vient ici avec très peu d'argent puis aucun plan. Ce qui est une très bonne idée. Puis, dans Oui, le fond, toujours. elle arrive ici en taxi, après ça, elle prend le métro sans avoir aucune idée où elle s'en va. Elle débarque à une station de métro qu'elle ne sait pas pantoute c'est où, avec aucune insigne ou, en fait, indication de où ce qu'elle est. Puis elle voit une fille maganée rentrer dans le métro. Puis après ça, dans le fond, elle arrive, la station de métro, en fait, l'opérateur du terminal du métro est complètement déconnecté en train de regarder de la porn. C'est très surréel déjà au départ. Puis elle réalise que comme elle sait pas où qu'elle est parce que le quartier puis la station de métro manquent beaucoup de lettres. Puis elle sait pas où qu'elle est. Mais dans le fond, Alice se retrouve au pays des... Oh mon Dieu, c'est quoi l'inverse d'une merveille? Mais Au, au pays de la torture psychologique, au, mentale et physique. au pays des délires, on va dire, là. Ouais, c'est ça, au pays des délires. Ben Mais oui. oui, Puis dans le fond, Alice explore c'est quoi la vie dans ce quartier-là à travers les résidents, en fait, qu'elle croise. Puis dans le fond, Alice, tout le monde, comme dans Alice au Pays des Merveilles, lui demande t'es qui toi? Puis elle essaie de répondre, mais en fait, c'est juste pas la bonne réponse parce que eux autres posent une question bien spécifique. Puis dans le fond, elle finit par comme rencontrer tout le monde, puis on voit en fait une adaptation de tous les personnages qu'on rencontre dans Alice au Pays des Merveilles, mais dans une espèce de Hochelaga surréel qui ne fait pas aucun sens. Et pas vraiment dans un vrai quartier de Montréal. Ça, c'est très clair en fait dans la manière dont c'est fait dans le livre, parce que Alice essaye de se promener dans le quartier, puis éventuellement les rues font juste devenir une loupe, puis finissent pas, puis elle finit toujours à regarder le pont Jacques-Cartier au loin, sous le même angle, peu importe où ce qu'elle s'en va, puis très rapidement elle réalise que comme le monde qui sont ici, c'est le seul monde qu'elle a accès. Fait que c'est ça. c'est un peu comme un Danny the Street version dark. Oui, oui, Danny the Street, si Danny the Street se foutait de ton bien-être. Ex- Exactement. Effectivement, Alice, c'est un personnage qui, à la base, du début jusqu'à la fin, se cherche et le livre joue beaucoup aussi sur le principe des Oui, limites personnelles et des limites de l'être humain. Il y a beaucoup de Nietzsche dans ce livre-là. Il y a beaucoup de
Ouais, ça peut être lourd si Oui, c'est votre première lecture parce que autant c'est de l'horreur, autant il y a du torture, il y a un petit peu de porn, il y a du torture porn. Si vous avez l'âme sensible que vous aimez pas trop le gore, je passerais de côté. oui. Genre trigger warning pour ce qui est de genre l'utilisation de drogue, le travail du sexe, l'abus physique, la violence, la torture, le sang, beaucoup, beaucoup, encore une fois, de drogue. Oui, oui. C'est ça. En fait, cela dit, wow, quel livre. Ça reste un de mes livres préférés, honnêtement. Genre. C'est un excellent livre. Écoute, je mentirais si je dirais que c'est avec ce livre-là que j'ai découvert Patrick Sénécal. Hmm. Parce que le premier livre de Patrick Sénécal que j'ai découvert, c'est Sur le seuil, OK. qui est un livre tout à fait différent, même au niveau de l'écriture, ben, pas de l'écriture parce qu'on reconnaît Patrick Sénécal, là, Mhm. mais c'est un horreur un petit peu plus policier. Mhm. Un petit peu comme une version Dan Brown de l'horreur, genre. OK. Mais il y a quelque chose de vraiment bon dans Sur le seuil et après ça, j'ai fait ouh, j'en veux plus, j'en veux plus. Surtout que la finale de Sur le seuil était ouh, Abrupt. oui, tu sais, comme un peu les films ou les livres qui sont slow burner, puis dans le Mhm. dernier chapitre, tout s'accélère, puis tout devient comme ouf. Sur le seuil, je pense qu'en fait, c'était le premier roman de Patrick Sénécal, en fait. Non, c'est 51-50 rue des Ormes. T'es sûr? Ah oui, tu Oui, l'es. oui, effectivement, j'en suis persuadé à 100%. 51-50 rue des Ormes qui a eu une version en film qui est quand même assez bien, Mhm. sérieusement, pour une adaptation de livre. Euh, Livre, encore une fois, un livre d'horreur, mais encore un petit peu différent, où c'est un petit peu un homme qui en séquestre un autre dans le sous-sol, puis il vit avec sa famille. La famille est au courant qu'il séquestre le jeune homme. Donc, on voit que Patrick Sénécal aime jouer. Il y a toujours ce petit côté psychologique-là dans l'horreur, mais il aime jouer dans différents tropes différents de l'horreur. Il ne s'est pas contenté de rester dans le gore, il ne s'est pas contenté de rester dans le policier. Il s'est pas, il a beaucoup, il a beaucoup de cordes à son arc. Mhm. Il prend toujours un moyen d'innover d'une manière ou d'une autre d'un livre à l'autre. Puis c'est quand même, c'est en fait très rafraîchissant parce que même quand il réfère d'un livre à l'autre, à un livre qu'il a déjà écrit, il va toujours le reprendre d'une nouvelle manière. Puis, tu sais, c'est spécifiquement important parce que, tu sais, dans Alice, on y reviendra tantôt, mais comme il y a un personnage qui revient d'un autre livre, puis c'est c'est similaire, mais c'est repris d'une manière entièrement différente. Là. 51-50 rue des Hommes, justement. Oui, c'est ça. Donc, oui, écoute, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il y en a beaucoup à dire sur le sujet. Euh, Est-ce que tu veux y aller par personnage? Parce que c'est oui, facile. je pense qu'y aller par personnage, ça pourrait être intéressant parce que chaque personnage et euh, chaque personnage et chaque personne qu'elle rencontre vont avoir un effet différent sur elle. Mhm, Donc, c'est intéressant de voir ça aussi. oui. En fait, on pourrait commencer tout d'abord par Charles. La raison pour laquelle elle débarque à ce métro-ci, de tous les métros, c'est parce qu'il y a un homme visiblement stressé qui échappe son portefeuille puis qui sort à cette station-ci. Charles, qui est notre remplaçant pour le lapin blanc. Oui, Euh, il est tout aussi stressé. Mais Charles est un mathématicien qui était tuteur à Londres, si je ne me trompe pas. oui, Il est disparu. En fait, il s'est échappé de sa vie à Londres pour venir ici à Wonderland, en fait, là. Euh, ça, c'est pas décrit immédiatement, spécifiquement, pourquoi est-ce qu'il s'est poussé de sa vie aussi rapidement. Mais c'est éventuellement dit que c'est parce qu'il y avait des relations inappropriées avec une de ses élèves. Et donc, c'est fou.
Une des choses qui est importante à comprendre avant qu'on aille vraiment dans le jus de ces personnages-là, je pense que la moralité est comme un gros thème dans ce livre-là, au point où est-ce que même si un personnage est vu comme un allié, très rapidement, puis sur un scène, ça peut se retourner à être un adversaire ou quelqu'un en qui tu peux pas vraiment avoir confiance. Puis quelqu'un qui va tout le monde, en fait, il n'y a pas un personnage qui ne fait pas se demander à Alice, et où ma limite par rapport à ces dilemmes-là, genre. Fait que Charles étant comme problématique, mais comme tout le monde qui se retrouve dans ce quartier. Ben, tout le monde qui se retrouve dans ce quartier-là semble avoir été perdu dans un dilemme mental ou perdu dans une espèce de recherche ultime de soi-même. Oui. Certains se sont découverts, d'autres non. Mhm. Euh, mais ils ont toutes quelque chose toutes les personnes qui sont dans cette ville-là sont dangereuses d'une façon ou d'une autre. Oui. Donc, Charles, qu'est-ce que tu penses de Charles, toi, dans la vie? Ben, sincèrement, Charles, selon moi, c'est un peu comme vraiment, tu disais, là, c'est le lapin blanc Mhm. dans Alice au Pays des Merveilles. Des fois, on a l'impression qu'il est là juste un peu pour faire avancer Alice, pour faire Oui. comme, OK, on a besoin d'aller à un stade différent. Donc, mais en même temps, c'est le rôle du lapin aussi. Mhm. Donc, c'est compréhensible que dans cette onde-là, comme c'est lui qui va lui présenter la duchesse, ben Andromaque. Donc, Mhm. c'est lui qui va faire les connexions entre les autres personnages aussi. Donc, tu sais, il y a une espèce de rôle De guide. de guide ou de guide, c'est dur à dire parce qu'il faudrait qu'il sache où il s'en va, mais je dirais plus, c'est comme c'est comme il est la carte, c'est comme lui, il est la carte de la ville. T'sais. Mhm. Puis il fait comme t'es ici, puis il faudrait que tu ailles là. Mhm. Elle se réfère souvent à lui, en fait, puis souvent, Oui. elle va le pogner sur un coin de table parce qu'il est toujours en train de courir partout, ce qui est encore une fois la nature du lapin blanc. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, je pense que j'ai été attachée à Charles. Je pense que comme Oui. j'aimais beaucoup l'image du nerd perdu qui est toujours en train de faire des mathématiques d'une manière ou d'une autre. Je pense que j'aimais beaucoup la manière précipitée dont il parlait, puis je pense que comme dans tout, je pense que Patrick Sénécal est très bon à donner vie à son personnage d'une manière que tu peux comprendre ses traits de personnalité, genre. Puis je pense que Charles est un bon exemple de ça, genre. Hmm? Puis tu sais, comme tu dis, je pense que comme il est très quasiment transitoire, tu sais, dans la mesure où est-ce qu'il va l'aider à se retrouver puis tout. Euh, mais je pense aussi que comme je pense que de tout le monde, euh, Charles est probablement la personne qui a un instinct le plus protecteur, en fait, de l'innocence de Alice. Est-ce que ça donne dans ses kinks ou est-ce que ça donne juste parce que comme il care vraiment pour elle? C'est jamais vraiment comme explicité, même si comme c'est louche. Euh, On sait pas trop c'est quoi son endgame, tu sais. mhm. Mais je veux dire, c'est différent parce que comme c'est définitivement l'allié qui me viendrait en tête comme étant genre son premier point de repère. OK. Oui. Je pense qu'il essaie toujours de lui dire aussi, en fait, je pense que de tous les autres personnages, en fait, qui vont souvent lui demander, genre, OK, pousse tes limites, si tu veux être ici, genre, faut que tu comprennes que, genre, il y a d'autres trucs à faire, que genre, tu peux toujours aller plus loin, genre. Je pense que Charles est très, non, reste dans tes limites, ne change pas, demeure ce que tu es, tu sais, comme, quitte. Puis je pense que c'est comme le personnage qui l'incite le plus à quitter le quartier, genre. Euh, ouais, je pense que c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Fait intéressant aussi. Je pense qu'en l'appelant Charles, Patrick Sénécal a fait un espèce de petit clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles, étant donné que Mhm. l'auteur, c'est quand même Charles Lewis Carroll. Oui. C'est comme, je pense qu'il a aussi voulu faire un petit clin d'œil de cette façon-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que, à certains moments, justement, on a l'impression qu'il dirige un petit peu l'histoire en Mm. transférant d'une place à l'autre. Donc, je crois que c'est peut-être aussi quelque chose qui a voulu être rajouté comme ça, là. Ah, mais c'est bien pensé. J'aime ça.
Deuxième personnage qu'on pourrait parler, c'est Véru. Véru. Véru! Véru qui est en fait l'équivalent de la chenille qui fume tout le temps dans Alice au Pays des Merveilles. Ici, il change sa pipe à eau pour une chier de joint. Genre, il fume tellement de joint. Genre, Ça arrête plus. ça n'arrête Et pas. c'est Alice, sans fin. excuse-moi. Véru est en fait le voisin d'en haut de Alice parce que ça commence très rapidement dans son bloc, la vie de party surtout en fait. Oui. Ouais, Véru est un gars qui est décrit comme ne bougeant jamais de où ce qu'il est. Il est toujours assis dans le même coin de son appart, il ne se lève pas. En fait, je pense qu'il y a même une dédication philosophique à ne pas se lever, à ne pas changer. Puis c'est très on décrit vraiment Véru comme son appartement comme étant le cocon, genre. Puis c'est très intéressant la manière dont c'est exploré. C'est aussi très, très gross, puis un petit peu grossophobe Oui. maintenant que j'y pense. Euh, parce que Véru ne se lève pas du moment où en fait, au point où est-ce que il se lave pas, euh, il, il fait ses besoins dans des seaux, puis il y a un petit pimp qui arrive puis qui ramasse ses affaires, puis qui paye en joint. C'est très, Patrice Sénécal se gêne pas pour décrire les croûtes, l'odeur, l'aspect physique de Véru qui est vraiment pas très, très alléchant. mhm. Par contre, avec l'odeur de pote intense qui est dans l'appartement, j'imagine que ça doit couvrir quand même beaucoup de choses. Euh, mais l'appartement de Véru, ouais, c'est comme le spot à drogue, là. Oui. Puis c'est aussi là où il y a comme beaucoup de parties quand c'est pas dans les bars. Genre, je pense qu'il y a comme trois gros parties dans ce livre-là. Puis comme le vrai party, là, c'est vraiment comme le premier, c'est là. Genre. C'est aussi le lieu, en fait, où est-ce que Alice est exposée aux premières drogues. Dans il y a trois drogues principales dans à part le pot. Il y a trois drogues principales dans ce livre-là qui, en fait, font référence aux différents items que Alice interagit avec dans l'histoire originale. Je ne me rappelle plus c'est quoi les noms, mais tu sais, il y a comme l'affaire qui te rend petit, l'affaire qui te rend grand, puis la royale. Macro, micro, mais ouais. La micro, en fait, qui est c'est comme une drogue très introspective qui te fait littéralement sentir très petite, comme si tu étais genre à terre. Euh, en fait, l'image qui me vient en fait quand je pense à la micro, c'est en fait justement quand elle est au party de Véru, puis il y a comme commence à avoir un espèce de party en fait, il y a de la masturbation publique et en groupe qui se passe, et je me rappelle en fait très vivement où est-ce qu'Alice se décrit penser se noyer dans les vagues de sperme. Oui, c'est assez hardcore quand même. Oui, Oui. oui. Mais Véru, honnêtement, il est très attachant, puis comme de tout le monde euh, dans, dans ce quartier-là, je ne pense pas que Véru a nécessairement un, un esprit sadique ou un esprit quelque chose. Il est très philosophe, comme la chenille. Il est très introspectif. Il vient surtout avec des gros questionnements. Mais en général, je pense que la manière dont lui il pousse ses limites, c'est vraiment dans l'idée de ne pas bouger, dans l'idée de rester le plus sédentaire qu'il peut, genre, afin de pouvoir devenir quelque chose d'autre. Ben, il est fermement persuadé qu'il peut se transformer en papillon. Ah, c'est vrai! C'était juste littéral, en fait. Il voulait vraiment se Oui. transformer en papier. J'avais oublié ce bout-là. Ça fait un bout que j'ai pas lu le livre. Ben, Ben, c'est je l'ai correct, lu. je t'en veux pas. Écoute, je te pardonne. Merci. Mais donc, c'est ça. Et il reste immobile et tout ça dans sa crasse, dans son tout ça, parce que c'est comme justement dans son appartement, parce que c'est ça qui fait le cocon. Mhm. Et en tout cas, bref, c'est quand même assez. C'est quelque chose, tu sais. C'est, ça commence l'aventure d'Alice, justement, où elle pousse ses premières limites avec Véru, ou justement, c'est ses limites envers la drogue, envers l'expérience d'elle-même, l'expérience entre le mental et tout ça, où elle commence à pousser ses propres limites, elle, face aux autres. Mhm. Donc, c'est comme ça, c'est sa première étape, là, son premier pas.
Et Oui, c'est Véru qui l'amène là-dedans. oui. Puis, en fait, je pense que Véru, c'est vraiment la première personne qui lui demande, en fait, t'es qui, toi? Puis je pense qu'à quelque part, c'est un des éléments déclencheurs qui fait qu'elle veut pousser ses limites, qu'elle veut essayer de prouver qu'elle est quelque chose, qu'elle est quelqu'un, genre. Quelqu'un qui mérite d'être avec, genre, tout ce monde fucké là, genre. Puis, c'est vraiment intéressant, en fait, de la manière dont Véru, qui n'est pas quelqu'un qui pousse, l'a quand même poussé d'une manière ou d'une autre, tu sais. Oui, parce qu'il l'a poussé à essayer de prouver qu'elle avait sa place dans ce monde-là, Mhm. ce qui est vraiment important. Après ça, on y va avec Andromaque. Oui, Andromaque. J'ai le livre en avant de moi, là, puis dans la table des matières, j'ai Andromaque ou Amertume d'une pute littéraire en attente d'un second couronnement. Puis je pense que ça décrit extrêmement bien Andromaque. Oui. Donc, Andromaque, c'est une propriétaire d'un club de striptease. Elle est décrite vraiment comme cette stripteaseuse toujours charmante, toujours belle, toujours qui va toujours attirer la clientèle, mais qui a passé sa prime. Ouais, elle est vraiment décrite comme une femme dans la cinquantaine qui est encore très belle, qui a encore une très belle prestance, puis tout, mais a toujours pas comme la brillance, en fait, d'une fille plus jeune, puis qui a plus exactement la performance la plus excitante comme elle avait dans le temps, genre. Puis elle prend vraiment ça comme une insulte au point où est-ce que sa relation, en fait, avec toutes les danseuses qu'elle a dans son bar, c'est très condescendant, en fait, là, pour s'agrandir elle-même, genre. Puis c'est vraiment intéressant. Andromaque, qui justement est notre remplaçante pour la reine Blanche. Je sais Oui, plus, ouais. oui, Fait que c'est vraiment intéressant, en fait. Andromaque est vraiment très. En fait, elle veut juste retrouver sa gloire. Je pense qu'elle essaie de la vivre un petit peu à travers Alice. Puis je pense que c'est là, en fait, où est-ce que Andromaque, elle va vouloir offrir beaucoup de soutien, puis essayer d'élever Alice, puis de dire, ah mon Dieu, tu as un talent qui est très, genre, que j'ai pas vu depuis des années, tu es vraiment très bonne à danser, puis tu serais captivante. Je pense que quelque part, tu sais, comme elle essaie de pouvoir revivre, en fait, sa gloire à travers Alice. Puis Alice, elle, voit un peu à travers son jeu, mais est très, très, très contente de se faire glorifier elle-même. effectivement, ils ont quand même une relation. Je pense que les deux sont conscients de la relation qu'ils ont relativement à ça. Parce que Andromaque était l'ancienne reine du quartier avant que la Reine Rouge arrive. Oui. Donc, elle est cette reine déchue-là aussi. Et ce qu'elle n'aime pas de la Reine Rouge, c'est ce qu'elle trouve vulgaire de la Reine Rouge. Elle trouve qu'il y a de la vulgarité dans ce que la Reine Rouge fait et ce qu'elle veut. Hmm. Tandis que c'est comme une espèce oui, c'est du striptease et tout ça, mais c'est une recherche de l'art, une recherche de la beauté des corps, une recherche de, de, du côté sophistiqué des choses. T'sais. C'est ce qu'elle Hmm. essaye de faire, c'est ce qu'elle était et c'est ce qu'elle essaye de donner à Alice. Souvent, c'est noté en fait que son club a vraiment comme l'apparence d'un temple grec, puis qu'elle porte toujours des toges, puis elle essaie d'avoir une espèce d'élégance de la Grèce antique, puis de choses comme ça, elle essaie vraiment d'élever tout autour d'elle pour que ça ait un certain standard, puis elle est très dans les apparences, en fait. Oui, beaucoup. Euh, Puis, tu sais, je pense que ça vient surtout en fait du fait que comme, tu sais, elle était la reine et elle ne l'est plus, mais je pense qu'elle veut absolument tout contrôler dans la mesure où ça paraît pas qu'elle est plus la reine, genre. Mhm. Puis en fait, ça m'a fait penser à ça alors que tu mentionnes la Reine Rouge, mais justement le talent de Alice de danseuse, tu sais, comme elle disait, genre, j'ai pas vu un talent comme ça depuis que la Reine Rouge est arrivée, parce que la Reine Rouge était elle-même, genre, une très bonne danseuse qui travaillait pour Andromaque à ce moment-là. C'est ça, elle était l'élève d'Andromaque qui a surpassé le maître, si on veut. Oui, Oui. en fait, enlève tes guillemets, elle a surpassé le Oui, maître. oui, mais oui. En tout cas. Mais ça, c'est Andromaque qui, encore une fois, a poussé Alice
a dépassé une limite qui est, c'est à ce moment-là que Alice s'est mise à faire du striptease, quelque chose qu'elle ne penserait jamais qu'elle allait faire, quelque chose qu'elle jugeait même à la base. Donc, elle commence à faire du striptease dans le bar d'Andromaque. Oui, puis elle commence à consommer de la drogue extrêmement beaucoup, en fait, là, parce qu'au fur et à mesure qu'elle commence à avoir un revenu, là, elle consomme de la micro puis de la macro d'une manière tu sais, elle prend de la macro pour se sentir très confiante avant d'aller sur le stage. Après ça, dès qu'elle sort, elle prend sa micro pour redescendre. Puis c'est très. Elle commence à développer une routine qui est très centrée autour de sa consommation. Vraiment, vraiment très intensément. Puis en fait, ça, je pense que ça nous mène très bien au prochain personnage qui Oui, est Chess, l'insoutenable légèreté d'un junkie hilar. oui. Oh mon Dieu, Chess, Chess. vous l'aurez deviné, qui est le chat de Cheshire. Oui, Euh, preferred. Chess, qui est comme un toxicomane weird, il a toujours l'air creepy, il a tout le temps le sourire aux lèvres, tout le temps comme un petit peu space, mais en même temps, il est dark, il est comme. Ils ont fait un personnage mystérieux on sait jamais vraiment. Je pense qu'on ne découvre pas vraiment c'est quoi qu'il veut, qu'est-ce qui. Comme le chat de Cheshire, dans le fond, dans Alice au Pays des Merveilles, Hmm. il reste très mystérieux, très. On ne sait pas trop pourquoi. Ouais. En fait, moi, j'ai ma propre théorie sur Chess, là, mais Oui, comme je- vas-y. ben, parce que moi, ma théorie de Chess, parce que Chess est décrit comme étant, tu sais, justement, comme tu le dis, là, très, très space, très, très fucké. À quelque part, je pense que comme il est très transparent dans la mesure où est-ce qu'il va toujours call out tout le monde sur leur bullshit, puis absolument personne qui va dire rien contre Chess, genre. Puis Mhm. même à quelque part à la fin, je pense que littéralement, je pense qu'alors qu'elle est sur le bord de quitter le quartier, je pense qu'on voit Chess comme disparaître, comme le chat de Cheshire. Puis je me demande en fait si Chess n'est pas le quartier, si ce n'est pas Ah, Danny the Street. c'est que c'est lui. Oui, parce que c'est vrai que Chess, c'est le seul qui peut dire n'importe quoi à n'importe qui, et même à la Reine Rouge. Ouais. Puis il n'y a personne qui ose lui tenir tête. Puis je me demande si c'est parce que c'est pas lui qui a tout le pouvoir en fin de compte. Puis la raison pour laquelle il y Hmm, a toujours le sourire aux lèvres, c'est que tout le monde joue son jeu, peu importe ce qu'ils font. Parce que moi, c'est ma théorie à hmm. moi. J'aime bien ta théorie, pour être honnête, ça fait du sens. C'est sous le sens, en fait. J'aime ça. Merci. Oui. Merci. Ça, écoute, si vous aimez cette théorie, like and subscribe. Mais Exactement. Like and subscribe to my channel. Mais non, non, très intéressant. Non, là, tu me donnes le goût de relire le livre juste pour comme me mettre dans ce mood-là, puis comme voir si c'est vrai. ouais, voir comme le sens que ça fait. Mais bref, en tout cas. Honnêtement, Chess, ça doit être mon personnage préféré, simplement parce que comme il est tellement, en fait, il est juste entièrement authentique tout le temps. C'est juste que tu ne sais pas c'est qui ou c'est quoi son affaire. Je pense que j'aime beaucoup, beaucoup Chess parce que dans la mesure où Charles est comme une carte, j'ai l'impression que Chess est quasiment un GPS dans la manière où il est plus précis puis en même temps plus mystérieux. Oui. Parce qu'il va toujours dire les vraies affaires, puis il va toujours, en fait, il va venir à l'aide d'Alice, mais surtout comme juste assez pour dire qu'il a fait de quoi, puis après ça, juste assez pour se pousser après. Ouais, il y a comme. Ouais, il est bizarre. Ouais. Mais je veux dire, c'est un petit peu la nature du chat, en fait, parce que le chat, Mhm. il est jamais vraiment utile, il est toujours là juste pour comme dire des choses folles. Puis Mais c'est puis des c'est un fois, esprit oui, qui est très repris. c'est que des fois, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il essaye de la pousser dans la bonne direction ou est-ce qu'il joue avec, genre? Hmm. Tu Ben, c'est comprends un ce que petit je peu veux dire? ça. Ben oui, mais c'est ça, je comprends entièrement ce que tu veux dire, genre. Mais comme je pense que c'est un peu les deux, parce que je pense que Chess reconnaît que Alice est un petit peu dans une quête identitaire, qui n'a pas vraiment de but ou de destination, tu sais. Parce que tout le monde, en fait, la traite comme si elle ne
elle n'appartenait pas à ce quartier-là, qu'elle n'avait pas d'affaire d'être là. Je pense que Chess le voit en fait comme tout le monde, mais il va pas essayer de lui dire de partir, de lui dire qu'elle n'a pas sa place ici. Il lui dit genre, tu veux jouer dans ce bac à sable, ben enterre-toi. C'est vrai, c'est un peu le sous-titre, parce que c'est vrai que tout le monde dans le quartier lui dit tu devrais t'en aller, tu n'as rien à faire ici. C'est c'est pas ta place. Puis c'est vrai que tout le monde, pratiquement tous les personnages lui disent ça d'une façon ou à une autre ou d'une façon ou d'une autre. Mhm. Puis je pense que comme, tu sais, ça donne un petit peu dans ma théorie à moi, là, selon quoi, comme, Chess veut pas qu'elle parte parce qu'il veut la voir comme aller jusqu'au long, parce que de toute façon, comme, ça joue dans ses affaires à lui, tu sais. Ben, c'est ça, un peu comme le chat qui torture la souris avant de la manger, hein. Oui, entièrement. Ouais, il y a quelque chose. En tout cas, bref, ouais. Chess est peut-être Ouais. en fait plus sadique que la Reine Rouge, considérant en fait à quel point il est neutre. Mm. Mais la Reine Rouge, c'est principalement une psychopathe. Donc, je pense que c'est pas la même chose. C'est pas le même Ouais. niveau C'est pas les de... mêmes buts non plus. Non, exactement. Ok. Parce que ben, la Reine Rouge, on va y arriver, là, mais Bientôt. c'est quand même assez intense. Et moi, là, on arrive à mes deux personnages préférés. Gross. Hein? Voir que c'est tes personnages préférés. Mais vas-y, vas-y. Introduis-les. Moi, c'est Chair et Bone. Chair et Bone. Oui, Chair et Bone, qui sont les deux, en fait, bras droit et bras gauche de, de la Reine Rouge. oui. Ces deux assistants, ces deux huissiers quasiment, là. En fait, Chair et Bone sont deux docteurs en question, je sais pas. Sont On n'est pas trop sûr. deux, deux fervents d'anatomie, on va dire, qui Oui. cherchent à trouver l'âme dans le corps. Puis pour le faire, n'hésite pas à décortiquer littéralement des gens. Et ils le font pendant que la personne est encore vivante parce qu'il faut que l'âme soit encore dans le corps pour qu'ils puissent la trouver. Oui. Et ils sont un petit peu obsédés par ce fait un petit peu cocasse qui fait que quand tu meurs, ton corps serait plus léger euh, d'un certain poids, en la fait, Mhm. et qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit c'est le poids de l'âme. Mhm. Et donc, eux sont toujours à la recherche de l'âme avant que la personne euh, meure. Périsse. Et c'est, vous l'avez deviné, le lièvre de Mars et le chapelier fou, qui justement, les deux aiment boire du thé, évidemment. Oui. Et pendant qu'ils boivent du thé en dépeçant des personnes, tout en cherchant euh, rapidement le tic-tac de leur horloge dans le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars dans Alice, Oui. le tic-tac en essayant de se battre contre la montre pour trouver l'âme. Oui. Bone, le Chapelier Fou, est persuadé que l'âme se retrouve dans les os, dans les os du corps. Et donc, lui, quand il fouille, c'est les os qu'il tente de fouiller, de découvrir et de chercher l'âme dans ces petites particules blanches qui parcourent notre corps. Alors que Cher, le lièvre de Mars, euh, lui, il est persuadé que, vous l'aurez deviné, l'âme est dans la chair. Et Mhm. donc, lui, c'est là qu'il recherche. Je tiens à mentionner que chacun des deux personnages porte bien leur nom, où Bones, c'est un grand homme vraiment très mince. Ils décrivent comme squelettique, qu'il y a pratiquement la peau sur les os et très squelettique. Et son partenaire Bone, qui est comme corpulent, qui est comme grassouillet, puis bon bonhomme, comme on dirait. T'sais. Ouais. Et évidemment, Cher et Bond sont aussi un couple qui, après avoir découpé quelqu'un et ne pas avoir découvert l'âme, parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas découvert, ont des relations sexuelles sur le cadavre couvert de sang. Oui. Ça, c'est très marquant. Puis, fun Oui, fact. cette scène-là m'a un petit peu perturbé, je dois l'avouer. J'étais quand même un peu jeune la première fois que j'ai lu ce livre et je dois avouer que j'ai été un peu, oui, un peu Troublé. perturbé. Très, très perturbé même.
Mais bon, c'est de là que je suis devenu fou. Non, c'est pas vrai. Mais comme une autre chose, en fait, si je me trompe pas, je pense que Cher et Bone parlent aussi en couplet ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'ils riment quand ils Oui, parlent. il parle toujours je sais pas si c'est en alexandrin. Je pense que oui. Parce que me semble Oui, qu'Andromaque en parle, parce que ça fait justement référence à ça, genre. oui, effectivement, parce que c'est toujours très poétique leur façon et ils complètent les phrases l'un de l'autre, Oui. toujours. Et je pense vraiment que c'est en alexandrin. Mhm. Si on se trompe, dites-le dans la section en bas ou envoyez-moi un message qui dit Hey, grosse maladresse, tu te trompes, crise de cave, ça va me faire plaisir de le recevoir. Donc, mais oui, ils ont cette poésie-là aussi, ce côté, mais en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose de plus poétique que la recherche de l'âme? C'est vrai. Je veux dire, en fait, honnêtement, comme Char et Bond sont une très belle paire. Autant qu'ils sont comme vraiment comme dans les vilains de genre sans équivoque là, dans le livre. Je pense que comme à quelque part, je pense que il se balance très bien, puis il ajoute beaucoup de choses à la dynamique du quartier, en fait. Euh, tu sais, je veux dire, je pense que leur recherche pour l'âme fait beaucoup écho à juste la quête identitaire qui mène tout le monde dans le quartier anyway, genre. Oui. Puis je pense que comme, c'est très intéressant. Et en même temps, tout le monde a peur d'eux parce qu'ils savent que si Charibon arrive pour les prendre, c'est leur fin. Oui, c'est eux autres le prochain dessert. C'est exactement, c'est eux la prochaine, c'est eux le prochain matelas. Tu sais. Oui. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup de Cher et Bond, je pense que c'est cette poésie-là, justement, de la recherche de l'âme et tout ça, mais aussi, même si personnellement, je me serais posé la question avant, premier moment dans le livre où Alice se pose la question jusqu'où je suis prête à aller. J'avoue que je me serais posé la question il y a à peu près 3 personnages. Ouais, moi aussi, personnel. Moi, je me serais posé la question à Véru, mais je veux dire, ça, c'est notre histoire, là. Mais c'est parce que moi, j'aime pas ça quand ça sent mauvais. Mais, mais premier moment où elle se demande, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine de pousser mes limites parce qu'elle est témoin d'un de Un ses. meurtre. Ouais, je m'en allais dire d'une de ses recherches d'âme. J'essayais de pas dire meurtre, tu sais. OK. Euh... De ces salons de thé, là. C'est comme, parce ouais, que c'est littéralement un exactement. thé, genre. Oui. Elle a été un petit peu témoin de ça. Et ces premiers moments où elle se questionne, OK, est-ce que j'ai une limite? Est-ce que j'ai dépassé ma limite? Est-ce que c'est ici que ça s'arrête ou est-ce que je continue? Mhm. Puis en même temps, à ce point-ci, Alice développe une très grosse obsession de la Reine Rouge. Puis Oui, sachant en fait, tu sais que la Reine Rouge avait travaillé pour Andromaque, puis que aussi sachant que Char et Bond sont les personnes les plus proches de la Reine Rouge, Alice se pose la question, tu sais, oui, est-ce que j'ai atteint ma limite, mais en même temps, je suis si proche de mon but de rencontrer la Reine Rouge, de pouvoir avoir une invitation à son club exclusif. Puis comme, je pense que parce, comme parce qu'encore une fois, si je suis invité au club exclusif de la Reine Rouge, I belong here. exactement. Tu sais, je vais faire partie des résidents avec qui je suis tout ami parce que tout le monde est invité dans le monde qu'elle a rencontré. Excepté Véru, parce que Véru, je pointe pas, là, mais comme. Fait que dans le fond, c'est ça le gros problème d'Alice. C'est juste une fucking wannabe, genre. Je veux dire, c'est littéralement ça le thème du livre, mais. Excuse. C'est correct. Réalisation. Hey, Alice, là, penses-tu qu'elle voulait vraiment trop plaire au monde? Non, Non, mais c'est très vrai. à un moment donné, là, tu sais. Eh oui. Ah là là, pauvre petite fille. Ben, elle a Mais fait ses choix. elle a fait ses choix, puis en fait, on tombe rapidement à son choix, la Reine Rouge. Oui, Madame la Reine Rouge. Madame la Ou Reine Rouge, Michel Beaulieu. Michel. On a mentionné un petit peu que souvent, les personnages, Patrick Sénécal va faire revenir certains personnages d'un livre à l'autre, parfois pour une phrase. Je sais que, par exemple, le psychologue de Sur le Seuil est mentionné comme étant le psychologue de quelqu'un dans le livre Le Vide.
où ils vont faire mention de personnages d'un livre à l'autre et Mhm, parfois certains personnages vont revenir d'un livre à l'autre. mhm. Et Michel Beaulieu, c'est un des personnages qui revient le plus souvent. Elle On revient en plus que Alice. Oui, ben oui. Je savais pas. Elle est premièrement dans 51-50 rue des Ormes, le premier livre de Patrick Sénécal. Oui. Elle est la fille du psychopathe qui tient le personnage principal du livre en otage dans son sous-sol. Dans Donc, son grenier. son Il me semble que sous-sol. c'était au deuxième. Ah oui, non, c'est vrai, le jeu d'échecs est au sous-sol, t'as raison. Oui. Excuse, j'ai mélangé les deux. Et donc, c'est la fille et son père, avant de ce qui se passe dans 51-50 rue des Hommes, était en train de la former pour devenir la nouvelle lui. Puis elle était très, très bonne élève. Très, Oui, très bonne élève. très, très bonne élève. À On noter la... que son père empaillait des gens. Et elle était très bonne élève. Oui, exactement. Parce que son père construisait un jeu d'échecs géant. Son père était obsédé par les échecs, donc il tuait des mauvaises personnes et des bonnes personnes qui représentaient chacun des côtés du jeu d'échecs. En tout cas, très, très bon livre que vous devriez lire exactement. Elle apparaît aussi dans elle.com, mais Ah, seulement en mention. Elle est faite mention de elle dans un moment de prostitution de elle.com. ah. Elle apparaît dans Fin où elle est maintenant dans la quarantaine et elle a été, on apprend, on ne sait pas pourquoi, mais on apprend qu'elle a été kick-out du quartier en question et elle travaille maintenant comme dans un cirque. Mais sais-tu, ça fait du sens aussi parce que dans Alice, éventuellement, la Reine Blanche retrouve sa couronne. Oui, effectivement. Et il y a, j'ai pas lu encore parce que j'ai pas eu le temps, mais apparemment qu'elle apparaît aussi dans le livre Flo. Ah, wow. OK, mais elle a quand même apparu dans presque 5 livres, là. Oui, oui, mais comme dans elle.com, comme je te dis, elle est juste mentionnée. Et dans, D'accord. et dans Fin, elle n'est pas du tout un personnage important. Elle est quand même un personnage secondaire, tu sais. Donc, elle n'est pas toujours au milieu de tout, là. Ouais. La Chose, Reine Rouge. chose Oui. intéressante avant qu'on continue, dans Fin, la Reine Rouge ressemble à un petit côté de Andromaque, de Reine déchue, by the Oh, way. intéressant. La Reine Rouge, mon Dieu, que dire de la Reine Rouge? La Reine Rouge, en fait, les différentes personnes que Char-et-Bond vont tuer pour avoir, en fait, cherché leur âme, ben, après ça, elle les empaille, puis elle les replace dans des blocs autour de son club, dans des poses de vie bien normales. La Reine Rouge est très, très psychopathe, mais on la voit surtout, en fait, dans une espèce d'esprit mon Dieu, très royal, littéralement. Son bar est très reconnu, non seulement parce que des fois, elle va tenir en fait, elle va danser, puis tout le monde va être comme en suspens, en fait, à quel point sa prestation va être bonne, mais aussi, en fait, son bar est très reconnu parce que c'est la partouze. C'est vraiment l'orgie, en fait, à laquelle tu veux être invité. Différentes salles avec plein de différents kinks, puis surtout, en fait, elle distribue une drogue qu'elle fait elle-même, la Royale, qui est un aphrodisiaque intense, puis qui te fait perdre toute connaissance de toutes tes limites, en fait. Puis C'est un c'est... peu comme la MBNA, MBNA, non, c'est pas ça. Non, ça, c'est un animé, ça. La MDMA. MDMA, oui. Oh, ouh, c'est comme la c'est comme la banque. Non. euh, mais c'est ça, c'est un peu comme ça. Là. C'est quand même assez intense. Oui, continue. Oui, ben en fait, c'est ça, la Reine Rouge. Honnêtement, comme Alice développe une grosse obsession à vouloir la rencontrer. Puis, du moment où est-ce qu'elle rencontre la Reine Rouge, elle a un moment où est-ce qu'elle est comme, waouh, elle est belle, elle est tellement séduisante dans sa force, dans son pouvoir. Puis après ça, très rapidement, elle réalise que, oh, boy, j'ai fucké avec la mauvaise personne. Effectivement, parce que la Reine Rouge, c'est pas seulement la propriétaire d'un bar, c'est pas seulement une femme fontaine, c'est aussi euh, une psychopathe qui sait comment manipuler les gens, qui sait comment
tenir les gens par les couilles et qui peut faire Oui. pratiquement ce qu'elle veut de qui elle veut. Elle rencontre Alice, puis elle sait immédiatement que dans le fond, c'est une proie. Oh Euh, oui. puis ça paraît beaucoup dans leur dynamique. Et une proie différente que celle auquel elle a affaire normalement dans ce quartier inexistant de Montréal. Mhm. Une proie, justement, quoi de mieux que la proie qui est là, qui veut être là, mais qui n'a pas d'affaire là. Oui, mais c'est ça en fait qui est intéressant, c'est parce que tout le monde. Alice se retrouve en fait dans une position où généralement, il y a les gens qui se ramassent dans ce quartier-ci, ce n'est pas par accident. Puis elle, en fond, comme elle n'a pas d'affaires là, mais comme c'est. Mon Dieu, c'est comme, comment je dirais? C'est comme quand tu commandes dans un restaurant que tu as vraiment l'habitude de manger, mais là, tu décides de goûter quelque chose de nouveau, puis là, c'est tellement bon, genre. Mais Alice, c'est comme l'affaire qui est vraiment bonne. Oui, exactement. C'est comme, c'est comme la cerise sur le sundae. Oui, entièrement. C'est c'est les petits sparkles de couleur là, qui viennent d'arriver. Et la Reine Rouge, effectivement, elle a tout ce contrôle-là qu'elle a gagné euh, de par l'éducation de son père, de par sa psychopathie et de par le fait qu'elle est capable de manipuler et de mettre tout le monde sous sa botte de façon, Éblouissant. écoute, éblouissante. Oui, oui, oui. Là. Et les gens boivent de la Reine Rouge, les gens veulent être aimés de la Reine Rouge, les gens veulent vénérer la Reine Rouge. Elle est l'apothéose du quartier. Oui, tout ce qu'on trouvait intéressant de Andromaque, tout son charisme, toute la gravité qu'elle a autour d'elle, c'est des éléments qu'on retrouve comme fois 10 dans la Reine Rouge. Puis ça va autant dans les extrêmes positifs que dans les extrêmes négatifs, parce que Andromaque, autant qu'elle était belle, autant que des fois elle était colérique, puis elle pouvait lancer son bébé à travers la pièce. Tu sais, comme la Reine Rouge était très... oh mon Dieu, Oui, elle a un gravitas, mon Dieu. oui, exactement. Et avec elle, elle est très immature, elle est violente, Oui, euh, elle est, elle est comme cet enfant qui peut perpétuellement faire une crise. oui. Et si elle fait une crise et que t'es là, ben t'es pas en sécurité. Ouais. En fait, ça, c'est quelque chose que Alice apprend dans des coupures de journal qu'elle trouve, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la personnalité de la Reine Rouge. Elle est encore très, elle est encore cet ado qui est en fugue de ses parents, genre. Puis Ben, ça en fait, paraît dans son power trip, genre. elle s'est enfuie quand son père a été tué et que arrêté par la police quand il a retrouvé le jeune homme dans le premier. Et elle est en fuite depuis ce moment-là parce que la police tente de la retrouver, parce qu'ils Mhm. savent qu'elle participait. Ouais. Fait que c'est quasiment la même affaire que j'ai dit. Je sais pas pourquoi tu me corriges. Ben, ça, je sais pas, j'aimais ça. Tu sais, des fois, quand un petit détail est différent, il faut que je le dise. Ben, écoute, on est quand même à environ 10 minutes de la fin du podcast. Est-ce que je peux me permettre de mettre une petite parenthèse? Oui, oui, oui. OK. C'est pas un personnage qui est vraiment comme super important. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans l'esprit du livre. Mais la propriétaire de Alice, Madame Le Tendre, parce que, il manque quelques lettres dans son nom, qui est Oui, la serrurière. la serrurière slash propriétaire slash horlogère slash beaucoup de choses, qui, Alice a toujours l'impression elle serait capable de la replacer, puis on réalise que c'était une espèce de, je pense, une espèce d'enseignante dans son ancienne école primaire et tout, genre. Je pense que une chose que je trouve vraiment importante, en fait, de Alice, le livre, c'est que c'est vraiment à propos de la communauté. C'est pas à propos Oui, de Alice nécessairement, c'est à propos de explorer le quartier à travers tous ces personnages-là, comme nous, on vient de le faire en ce moment, genre. exactement. Et c'est quelque chose, elle explore la ville de la même façon et un peu dans le même mode qu'on vient de le faire ensemble. Et à partir du moment où elle rencontre la Reine Rouge, c'est là qu'il y a l'apothéose, la finale. Mhm. Parce que premièrement, elle se met à dos la Reine Rouge pour je me rappelle plus trop quelle raison. Et elle se retrouve au milieu d'une tentative de détrônage de la Reine Rouge par, je me rappelle plus son nom. Andromaque. Non, c'est le coloc de Véru, là. Euh, le petit bum? Ouais, le petit bum, là.
Je me rappelle plus de son nom non plus. Je peux checker. Attends. Mario! Mario! Mario. Mario! Puis son ami Pouf. Oui. Mario puis Pouf. Puis qui sont aidés de Misha et Hugo, qu'on doit dire que c'est Tweedledee and Tweedledoo, là. Oui, clairement. Misha puis Hugo, là. Oh my God. Hugo, Sérieusement. qui est un philosophe, un prof de philosophie, puis il fait juste parler de philosophie pendant qu'il vient. C'est très. Ça, Oui, c'est puis intense. Misha est pas mieux, là. Non. Et elle se retrouve au milieu de ça. Et là, réalisation, alors que certains personnages se font tuer violemment et alors qu'elle doit elle-même tuer quelqu'un pour se défendre et elle tue la mauvaise personne parce Mhm. que le mari de la femme en question, trop très drôle, l'homme s'appelle Mickey, la femme s'appelle Minnie, très très drôle. Euh, comme Mickey Mouse, Minnie Mouse. Bref, elle tue Minnie pour se défendre et survivre parce qu'elle à ce moment-là, elle a réalisé, je suis dans la marque, je dois m'en aller. Et Mickey et Minnie sont chargés de se débarrasser d'elle. Et pour se protéger, elle tue Minnie, Mickey capogne les nerfs et tout ça. Et c'est là qu'elle réalise, ouh, peut-être que je devrais m'en aller, puis peut-être que c'était pas ma place ici finalement. Peut-être que à force de vouloir trop dépasser mes limites, j'ai été trop loin. Alors, tout le monde se bat dans le bord de la Reine Rouge, puis la tienne, en fait, en jugement. Puis tout le monde, en fait, témoigne du fait qu'elle n'a pas d'affaires ici. Puis la Reine Rouge la bannit. Puis après ça, elle s'en va toute décollissée. Puis au moment où elle prend le métro toute décollissée, elle voit une fille innocente débarquer du métro. Time loop. Time loop, peut-être que c'est elle, ou peut-être que c'est l'image aussi que euh, Il y a toujours une fille innocente qui part et qui arrive. ouais, que toujours, on va toujours être similement témoin de la déchéance de quelqu'un d'autre, et pourtant on va suivre le même chemin. C'est intéressant que tu dises ça, genre être témoin de la déchéance de quelqu'un d'autre, considérant que le livre commence et finit avec des témoignages de ses proches puis ses profs. C'est à quel point elle Effectivement. était donc bien smart et intelligente. Et on se rend compte justement avec le témoignage plus tard que Alice a quand même bien vieilli, qu'elle ne parle jamais de son séjour à Montréal. On se demande pourquoi. Euh, et je crois qu'elle est maintenant, je me rappelle pas, il me Elle semble travaille qu'elle a dans une firme d'ingénierie puis elle est dans une relation stable avec un dude bien normal, bien straight. exactement. Et c'est là aussi que, tu sais, comme je disais qu'il y a un peu de Nietzsche et tout ça là-dedans, c'est que Nietzsche a toujours été sur le principe du surhomme. Le principe de il faut être le surhomme dans la vie, il faut dépasser ses limites, il faut devenir le surhomme. Et souvent, les gens interprètent ça sur une façon de il faut devenir sans cœur, il faut devenir méchant, il faut devenir ci, il faut devenir ça. C'est non. La raison pour laquelle Nietzsche dit qu'il faut se dépasser, devenir le surhomme et dépasser ses limites, c'est qu'à partir du moment qu'on a dépassé une limite, on le sait maintenant qu'elle est là, notre limite, et on n'a plus besoin de la dépasser par la suite. Mais c'est comme ça qu'on arrive à savoir de quelle trempe on est fait et quel type d'être humain on est. Ouais. Puis, je veux dire, à quelque part, je pense que quand tu vas toujours jouer dans tes limites, il y a une partie de toi qui veut. En fait, c'est se découvrir soi-même, mais il y a aussi une partie de toi qui va vouloir comme essayer de retrouver cet esprit-là, de vouloir redécouvrir ses limites à quelque part dans ta vie. Je pense que ça fait aussi écho au fait qu'à la fin, dans des témoignages, il y a aussi un bout où est-ce que elle et sa mère vont magasiner à Montréal, puis Alice veut reprendre le métro. Puis elle a l'air déçue, puis soulagée de ne pas retrouver le quartier. Puis je pense que comme c'est intéressant en fait de la manière de, tu sais, tu parles de vouloir chercher le surhomme comme c'est souvent mentionné parce que Alice lit en fait ce même livre-là de Nietzsche tout le long du, euh, du livre parce qu'elle est très obsédée par la philosophie là-dedans aussi. Puis comme c'est très intéressant en fait de voir en fait cette recherche-là. Et sincèrement, souvent, quand vous allez parler à quelqu'un qui a lu des Patrick Sénécal, souvent, le premier livre qu'on va vous mentionner, c'est Alice. Moi, c'est le premier livre que je mentionne C'est, honnêtement. c'est le premier livre parce que je crois encore aujourd'hui, selon moi, c'est son chef-d'œuvre. Il a écrit de très bons livres avant et après. Il a écrit de très bons livres avant et après. Je ne vais pas recacher parce que
sur tous les livres qu'il a écrits, je pense qu'il y en a juste 2 que j'ai pas aimés. Fait que comme c'est Wow, quand même une bonne job de sa part. C'est surtout que son but dans la vie doit être de me plaire, on s'entend. Euh, mais c'est pas vrai. Mais très bonne job, mais selon moi, c'est son chef-d'œuvre. Je pense qu'avec Alice, il a, il a, il a lui-même dépassé une limite de l'écriture que personnellement, j'aurais jamais pensé lire un livre de cette trempe-là. Et je regarde une collection comme les Contes interdits. J'adore cette collection-là. J'adore les Contes interdits. Mais souvent, dans les Contes interdits, chaque livre est écrit par un auteur différent. Mais on a cette impression-là où certains d'entre eux, pas chacun des auteurs, mais certains d'entre eux essayent d'être le nouveau Alice. Hmm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Ouais, essayer de pervertir des contes de filles, genre. mais il n'y aura jamais un autre Alice. Non. Écoute, je veux dire, le livre est sorti il y a 22 ans, puis on en parle encore, là, comme c'est un testament à quel point c'est intemporel, puis à quel point c'est génial, là. Et en plus, pour quelqu'un qui écrit de l'horreur et du gore, il est moins problématique que J.K. Rowling. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je trouve que c'est une bonne phrase comme pour presque finir le podcast. Au Ben bout oui, du moi. compte, Patrick Sénécal est moins problématique que J.K. Rowling. Malgré tout le sang puis les abus. Oh Ouais. boy. Mais écoute, effectivement, comme je te l'ai dit, on arrive à la fin du podcast, mais on a toujours du plaisir quand on se parle. Et quand on parle de livres, le temps passe tellement vite. Comme tu le sais, Jonathan, Oui, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup finir mes podcasts sur un conseil slash recommandation de la semaine. Alors, est-ce que tu as un conseil slash recommandation de la semaine pour nous cette semaine, Jonathan? oui, mettez des sprinkles slash des confettis dans vos desserts. Genre, ayez pas peur d'avoir un party dans votre bouche. C'est ce que j'ai retenu de Alice. Funfetti! Funfetti! Excuse. C'est des funfetti! Oui, des funfettis. Le monde va écouter mon podcast, ils vont dire, ah, mais ta gueule! Funfetti dans ta face, man! OK. Euh, Comme dans le mais, livre. Comme dans... va te funfetter la face. Euh, moi, mon conseil slash recommandation de la semaine, ça va être le suivant. Quand vous vous apprêtez à déménager dans les quelques prochains mois, assurez-vous que la boîte que vous avez remplie est assez solide pour ne pas briser quand vous allez la bouger. Oh non, t'as se pété une boîte. Moi, jamais. OK. Franchement, comment oserais-je? Ben Et oui. Jean, tout ça. Écoutez, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous m'écoutez à l'audio, écoutez, trouvez le moyen de m'envoyer des messages. J'aime ça. Vous avez des questions pour mes invités? Envoyez-moi-les, me leur poser. Peut-être même que ça peut devenir un format d'épisode. Euh, euh, Mhm. euh. Bref, donc, communiquez, abonnez-vous. Tout le blablabla que tous les YouTubers puis les podcasteurs disent à la fin de leur podcast. Et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se curer le nombril sans saigner. J'ai un bon voyage.